Bien, nous allons pouvoir commencer. Il faut qu'on commence exactement à l'heure, pour essayer de finir exactement à l'heure. On va essayer. Le thème de cette session, je vous remercie d'être venus si nombreux, vous avez rempli la salle. C'est la géopolitique mondiale rebat les cartes du commerce international. C'est à la fois pas très nouveau, puisque historiquement, bien sûr, les évolutions du commerce mondial sont liées aux questions géopolitiques, aux questions des guerres, et avec ce qu'on vit depuis ce matin aussi au Moyen-Orient, bien sûr, les choses sont encore vérifiées de l'impact de l'histoire et de la conflictualité sur les relations entre les pays jusqu'au commerce. Donc on verra encore des conséquences. Mais là, ce qui est nouveau, peut-être par rapport à des périodes précédentes, c'est qu'on a eu une longue période pendant laquelle la mondialisation était présentée comme un facteur de doux commerce entre les nations et pas de retour en arrière possible sur les échanges commerciaux, étant donné l'interdépendance des chaînes de valeur et l'étendue de ces chaînes de valeur qui parcourent toute la planète et qui créent une interdépendance économique entre les pays, et donc était censé permettre une pacification, voire une ouverture. Voilà, on connaît tout ce discours qui a largement dominé pendant longtemps, et là, ce à quoi on assiste depuis, on va en parler depuis quand, à une remise en question de ces discours, au retour de thèmes comme la souveraineté économique, comme la protection, les protectionnismes, la taxation des échanges, pour différentes raisons qu'on va évoquer aussi dans cette table ronde. Et puis, on a vu fleurir aussi tout un vocabulaire anglo-saxon, bien sûr, autour de reshoring, nearshoring, friendshoring, de-risking, et qui montre qu'il y a une recomposition des chaînes de valeur mondiales autour de nouveaux principes dont on va parler. Pour en parler, nous avons 4 panélistes que je vais vous présenter. Jérémy Guetz, qui est professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC à Paris. Et puis, nous avons Sébastien Jean ensuite, qui parlera, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Jean-Baptiste C d'économie industrielle. Merci. Ah oui. Et qui a été directeur du CEPI, un centre d'études prospectives et d'information internationale, et qui a été membre du CAE, et le CAE en 2022 avait fait une note qui s'appelait « Renforcer la stratégie économique de l'Europe vis-à-vis de la Chine ». Voilà. Oui, pardon, sur Jérémy, il faut quand même que je précise qu'en 2021, c'est-à-dire encore plus tôt, il avait produit un rapport qui s'appelait « Economic Decoupling or New Reality », en français dans le texte, et qui donc déjà envisageait la question du découplage avec la Chine, et en particulier du point de vue américain. Sarah Guillou, qui est directrice du département Innovation et Concurrence, co-responsable du pôle politique publique et compétitivité des entreprises à l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est à Sciences Po. Et vous venez de publier chez Duno un livre qui est totalement dans cette actualité, puisque son titre, c'est « La souveraineté économique à l'épreuve de la mondialisation ». Voilà. Et enfin, Helmut Mood, qui est professeur d'économie et président de l'université Paris-Dauphine, chercheur au laboratoire d'économie de Dauphine, et où vous dirigez le master Affaires internationales. Vous êtes fondateur, directeur du groupe de recherche international du CNRS qui s'appelle Développement des recherches économiques euro-méditerranéennes. Vous avez été conseiller scientifique à France Stratégie, et vous avez écrit un livre qui a été réédité je ne sais pas combien de fois, qui s'appelle « Mondialisation et délocalisation des entreprises ». Donc vous avez un suivi historique de ce sujet. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Jérémy pour poser la question d'actualité, en fait, c'est-à-dire de retracer un peu les faits sur le plafonnement du commerce, sur les nouvelles logiques de sécurité, les ruptures avec les logiques antérieures. Et c'est pleinement d'actualité, puisque dans le journal Le Monde d'aujourd'hui,
Oui, pardon, excusez-moi, je suis Antoine Verchon, je suis journaliste au Monde et je m'occupe des questions d'économie dans les pages débat idées du Monde. Et justement, dans le Monde d'aujourd'hui, il y a un papier dont le titre est « Le commerce mondial traverse un sévère trou d'air » à propos d'un rapport qui vient d'être de l'OMC, en fait, qui vient de sortir sur la baisse, le ralentissement du commerce mondial. Voilà. Donc Jérémy, pour commencer, un petit exposé des faits. Merci beaucoup. Merci Antoine pour cette invitation. Merci aux organisateurs. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, les faits. Alors, c'est compliqué d'être exhaustif, mais juste pour essayer de vous donner une idée, parce qu'il est bel et bien en train de se passer quelque chose. 3 exemples qui illustrent cette nouvelle réalité mondiale. Le premier, Antoine vient de le dire, sur le commerce international. Il y a un débat qui a lieu depuis au moins 15 ans, si ce n'est pas une vingtaine d'années, où, suite à la crise de 2008, la part du commerce mondial, juste avant, à l'aube de la crise de 2008, la part du commerce mondial dans le PIB mondial, avait atteint un peu plus de 60%. Il y a eu une chute au lendemain de cette crise, une chute qui était inévitable, qui était attendue, qui était évidente, et un rebond. Mais un rebond qui nous a jamais conduit au-delà de ce seuil magique qui se situe un petit peu au-delà des 60% du PIB mondial. Et donc, on a été un certain nombre à se demander, est-ce qu'on a atteint un plafond de verre ? Est-ce qu'on a atteint un plafond de verre au-delà duquel on ne remontera pas ? Fait, encore une fois, sur ce commerce international assez remarquable, pandémie, chute du commerce international, là encore, rien d'étonnant. Rebond du commerce international qui est encore plus significatif qu'au lendemain de 2008, un phénomène de rattrapage assez important, mais là encore, on se heurte à ce plafond de verre, et donc, comme Antoine vient de le rappeler, ce trou d'air du commerce international nous laisse penser, est-ce que ça signifie une nouvelle ère de la mondialisation ? Est-ce que la mondialisation va se poursuivre à travers des canaux différents que le commerce international ? C'est un peu la preuve A qu'il est en train de se passer quelque chose. La preuve B, c'est, continuité de tout ça, la question des investissements directs à l'étranger. Alors, foultitude d'études et de réflexions autour du sujet. Juste un chiffre que vos confrères de The Economist ont rappelé la semaine dernière. En 2016, les investissements directs chinois aux États-Unis, c'était 48 milliards de dollars. 2016. En 2022, on est à 3 milliards. Donc là aussi, une espèce de révolution dans l'approche, finalement, de comment est-ce qu'on s'engage à l'étranger et de nos relations économiques les uns les autres. Le troisième, c'est un petit peu plus diffus, un peu moins concret, même si d'autres vous diront c'est tout à fait concret. 3 entreprises pour illustrer ce point. Le premier, c'est le géant du 5G, entre autres Huawei, Apple pour le numéro 2, et Sequoia, qui est peut-être la moins connue des 3 et pourtant non moins importante, une société de capital risque. Huawei, je pense qu'on connaît l'histoire de cet opérateur chinois, 5G, fiable, pas très cher, et pourtant qui se heurte à un certain nombre d'obstacles, notamment politiques, assez légitimes en termes de sécurité nationale, et on se dit que finalement, cette solution 5G d'équipement moins coûteuse, fiable et peut-être pas la meilleure des décisions que les pays occidentaux peuvent prendre. Donc les États-Unis sont le premier à le dire, les Australiens marquent le pas. En Europe, on a des débats très techniques que je ne maîtrise probablement pas en entier, mais en tous les cas, on voit bien que là, on se heurte, encore une fois, à des obstacles qui ne sont pas forcément qu'économiques. Apple, c'est révélateur. Vous vous souvenez sans doute de l'historien Neil Ferguson qui nous disait, donc qui avait inventé ce nouveau pays au début des années 2000, la Chine-Amérique, et qui nous disait que finalement on a cette merveilleuse, sarcasme britannique bien entendu, cette merveilleuse invention de la fusion de 2 pays dans lequel l'un produit et finance la dette de l'autre partie du pays, qui consomme, bien entendu, celui qui produit et qui finance, ce sont les Chinois, ceux qui consomment et qui accumulent de la dette, ce sont les Américains. Chine-Amérique, alors en anglais, ça se dit Chimerica, et ça sonne un petit peu mieux parce que dans l'argument de Neil Ferguson, c'est cette idée de dire que si vous voyez une similitude entre Chimerica et chimère, ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas destiné à durer. Voilà. Neil Ferguson, c'est
amusant parce qu'il y a un an, écrit une tribune dans laquelle il nous dit « Oui, certes, ce pays est en train d'exploser en plein vol. Je l'avais dit de toutes les manières, Neil Ferguson nous dit. Mais la mondialisation va probablement très bien se porter. Et j'en veux pour preuve que Apple continue à produire ses iPhones en Chine. Et tant que Apple produit ses iPhones en Chine, eh ben c'est bel et bien la preuve que ces chaînes de valeur vont résister à toute forme de tension géopolitique. Je pense qu'un certain nombre de la salle savent que désormais, Apple ne produit plus ses iPhones en Chine. Entre autres, ils sont allés voir d'autres pistes en Inde. Donc voilà, c'est encore une fois cette idée anecdotique, parfois fondamentale, que quelque chose est en train de se passer. Sequoia, c'est la troisième illustration de ce tout sur le plan des entreprises. Une société de capital risque américaine extrêmement bien développée dans le monde, qui nous a annoncé il y a quelques mois que son unité chinoise allait finalement devenir indépendante, tout simplement parce que l'idée d'avoir une entreprise de capital risque au niveau mondial, cohérente pour l'ensemble du globe, était devenue tout simplement impossible. Donc, à une logique économique qui commence à s'effriter, il y a aussi une logique des normes et une logique de standards qui devient fondamentalement, qui devient difficile à surmonter. Donc, voilà les réalités qui nous posent question sur la mondialisation de demain. Alors, comment nommer cette nouvelle réalité? Est-ce qu'il s'agit de démondialisation? Je n'aime pas trop ce terme, surtout pour caractériser ce qui se passe. Notamment parce que pour moi, la démondialisation, je vous aurais dit, c'est le processus inverse de ce qui s'était passé en 1945. Ça voudrait dire qu'on s'assoit tous autour de la table, toutes les nations du monde, et on se dit que finalement, on a réussi à tirer tous les dividendes de cette mondialisation née après 1945, et que d'un commun accord, on se serre tous la main et on se dit détricotons ensemble ce système. L'enchaînement des différents sommets internationaux, alors pour le coup je ne sais même plus lequel a commencé, mais le G7, le G20 et les BRICS, si mes souvenirs sont bons, nous prouvent exactement le contraire, qu'il n'y a absolument aucune concertation et qu'on continue à essayer de faire le grand écart pour essayer de réconcilier toutes ces nations qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres dans leur vision du monde. Donc démondialisation peut-être, mais le terme est empreint d'espoir auquel je n'ai pas aujourd'hui, bien malheureusement. S'agit-il plutôt de découplage? Alors, le terme de découplage, c'est assez amusant. Les Chinois en parlent depuis quelque temps. Ils en parlent même avant même le Covid, avant même la guerre en Ukraine, et ils nous disent finalement, Trump, on sait le gérer, mais si Trump devient structurel, comment on fait? Donc ce découplage, ça voudrait dire la possibilité d'un certain nombre de systèmes, peut-être 2 grands systèmes, qui se fragmentent et qui coexistent l'un à côté de l'autre sans forcément de lien entre eux. Donc est-ce que ça serait du découplage? Ou alors est-ce que les Européens ont donné un autre mot? Ça sonne beaucoup mieux en anglais encore une fois qu'en français, c'est le dérisquage, dérisking, bref. On n'a pas trouvé d'équivalent. On n'a pas trouvé d'équivalent. C'est comme d'habitude, on n'a pas trouvé d'équivalent. Voilà. Si quelqu'un en a un, non? C'est réduction des risques. Réduction des risques. Voilà. Okay. D'accord, c'est un peu long. Mais bon. Voilà. Et le China Daily, qui est la principale porte-parole du gouvernement chinois, nous dit que tout cela, c'est de toute façon du découplage déguisé. C'est une invention européenne que Janet Yellen, d'ailleurs, a reprise à son compte pour essayer de nous faire croire à une nouvelle réalité du monde. Mais en fait, c'est une guerre de l'Occident face à la Chine. Alors, est-ce que c'est une fragmentation? C'est le terme préféré du FMI, qui montre comment, finalement, il y a une logique politique qui interfère de plus en plus avec les calculs économiques. Pour ma part, moi, je pourrais vous proposer le grand divorce. Grand divorce qui veut dire que, grosso modo, la mondialisation d'hier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était l'interdépendance. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. Donc, ça veut dire que nous avons un destin économique partagé. Destin économique partagé qui nous mène à intégrer nos marchés, qui nous mène à penser finalement notre avenir économique commun. Eh bien, le grand divorce, c'est exactement l'inverse de tout ça. Et c'est l'idée que la mondialisation est devenue un jeu à somme nulle, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire ce que vous perdez, je le gagne, ce que je perds, vous le gagnez, et donc ça veut dire qu'à la fin, la possibilité d'un compromis, la possibilité d'une solution gagnante-gagnante telle qu'on l'imaginait pendant de très longues années en économie devient difficile à imaginer. Et c'est pour ça que la mondialisation en elle-même, ce commerce international, va rentrer dans une nouvelle phase dans laquelle la logique de la politique
va interférer de plus en plus. Là où on parlait d'interdépendance hier, on parle de plus en plus de d'indépendance, excusez-moi, lapsus. On parle de plus en plus d'indépendance, d'autonomie stratégique, des mots qui sont si chers à notre président de la République, de souveraineté. Finalement de capacité à rester et à se dépendre exclusivement de ce que l'on produit. C'est ça la nouvelle ère. Est-ce que, je me tais tout de suite, est-ce que il s'agit de quelque chose de conjoncturel? Alors à HEC, j'ai ce privilège qui est que je parle à beaucoup d'interlocuteurs, les plus jeunes jusqu'aux plus matures et les plus expérimentés. Et il y en a un certain nombre qui disent « je comprends, mais tout ça, c'est que conjoncturel. Ça va se retourner très rapidement. » Et c'est une hypothèse qui est à prendre au sérieux. Voilà pourquoi j'ai un ou deux doutes, c'est que ça mène quand même un certain nombre d'industriels, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, je vais vous parler d'Apple et je vais vous parler de Sequoia, à prendre des décisions qui risquent d'être irréversibles. Ou si ce n'est pas irréversible, qui risquent de s'inscrire dans la longue durée. Les chaînes de valeur aujourd'hui, on voulait les étendre le plus loin possible pour essayer d'aller chercher l'avantage comparatif là où il se trouvait, pour essayer de réduire les risques, pour essayer de réduire les coûts. Désormais, j'ai l'impression qu'un certain nombre d'entreprises ont accepté cette augmentation des coûts parce que là où la redondance des chaînes de valeur, c'était un blasphème économique hier, aujourd'hui, c'est devenu votre meilleure police d'assurance. C'est devenu votre meilleure police d'assurance pour essayer de se prévenir un certain nombre de risques. Et ces 3 dernières années nous ont dit qu'il ne manquait pas. Un dernier point, l'Europe, et nous, Européens, ça sera quoi notre réponse à ça? Aujourd'hui encore, on a des preuves assez effrayantes de cette fragmentation du monde. Le manque criant de politique, de stratégie politique et de culture politique commune en Europe est assez frappante aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est un grand risque qui pèse sur notre capacité, à nous, Européens, de ne pas avoir à faire un choix entre les États-Unis et la Chine. Et quand bien même on se dirait, je ne sais pas si c'est le cas de tous mes camarades, mais que quand même on partage plus avec les États-Unis que la Chine, qu'on garde quand même un certain poids dans cette relation et qu'on arrive quand même à peser dans les décisions de Washington. Ce manque de culture politique, ça risque d'être un véritable enjeu dans les années à venir. Bien, merci. J'en ajoute un quatrième, c'est que, à vos 3 exemples, c'est le plus grand cabinet d'avocats qui est anglais, je crois, qui est 20 000 avocats dans le monde et qui vient de séparer, là, en mois d'août, récemment, fin août, de séparer ses activités juridiques entre la partie chinoise, qu'ils ont abandonnée, et le reste du monde. Parce que ce découplage est aussi juridique. C'est aussi la nécessité d'avoir au moins deux ordres de droit, en tout cas en ce qui concerne la Chine, et qui contraint à séparer les activités. Là encore, c'est une traduction très directe dans le business, dans les affaires des entreprises. Mais Sébastien, peut-on vraiment parler de démondialisation, ou bien est-ce que c'est simplement une recomposition comme la mondialisation ou comme le commerce international en ont connu moult fois par le passé, historique, puisqu'on est au rendez-vous de l'histoire, il faut un peu faire d'histoire aussi. Ou est-ce qu'il y a une recomposition effectivement structurelle, quelque chose de radicalement nouveau Merci, bonsoir à tous. Je ne vais pas être fan, moi non plus, du terme de démondialisation, parce que je suis tout à fait d'accord pour faire le constat qu'il est trop simpliste, disons. Au fond, je trouve que, je pars de là peut-être, du constat que depuis 15 ans, on a connu une litanie de chocs structurels, structurants, profonds dans la mondialisation, qui est impressionnante. La crise financière de 2007-2009, les guerres commerciales, enfin les tensions avec Trump, le Covid, la guerre d'Ukraine aujourd'hui, tout ça, c'est des chocs historiques dans leur ampleur qui se sont accumulés. Aujourd'hui, on est dans une situation assez étrange parce que d'un côté, elle est hyper tendue. On est aujourd'hui quand même dans une situation où on a la Russie, grande puissance, membre du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, une des plus grandes puissances économiques mondiales, même si son PIB le reflète mal d'ailleurs, mais quand même en termes de puissance, évidemment, l'une de celles qui compte, qu'on est finalement presque en train d'essayer de déconnecter de la mondialisation occidentale avec ses sanctions.
hein, donc dans une situation d'ostracisation forte. On est dans une situation où on a une organisation mondiale du commerce, mais les deux plus grandes puissances au monde, les États-Unis et la Chine, ont 2/3 de leurs échanges qui sont effectués dans des conditions qui ne sont pas conformes aux règles de l'OMC. Pourquoi? Parce que c'est les droits de douane additionnels, c'est la guerre tarifaire de Trump, en gros, hein, qui est restée. Biden ne l'a pas enlevé. Donc 2/3 des échanges entre les deux principaux leaders ne respectent pas les règles. Alors évidemment, tout le monde se regarde et se demande ce que ça veut dire, les règles, dans des conditions comme celle-là. On est dans des conditions aussi, dans un contexte où on voit augmenter l'importance, l'ambition, les budgets des aides publiques, en particulier des politiques industrielles. Et là encore, c'était quelque chose que les règles du commerce avaient essayé de neutraliser pour éviter qu'on ait des courses à la subvention entre pays. Hein, et aujourd'hui, finalement, on a une sorte, j'allais dire presque de cynisation de la mondialisation de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les États-Unis, puis maintenant l'Europe, se disent, en fait, puisqu'on ne peut pas les empêcher de faire leur politique industrielle, faisons pareil. Hein. Il n'y a pas que ça comme raison, il y a aussi des bonnes raisons qui sont le fait qu'on a une transition climatique à opérer et qu'on se dit, et qu'on fait le constat, et je crois qu'on n'y arrivera pas sans des interventions massives des États. Mais ça change aussi fondamentalement, je crois, le paysage. Et puis, on a une multiplication des mesures coercitives. Alors, j'ai parlé des sanctions contre la Russie, c'est une chose, mais on voit les restrictions d'exportation ou les restrictions d'investissement multipliées par les États-Unis, contre la Chine en particulier, qui utilisent, les États-Unis qui utilisent un certain nombre de règles, d'ailleurs pour forcer la main de leurs alliés à faire pareil vis-à-vis de la Chine. On voit la Chine elle-même qui, depuis maintenant 13 ans, un peu plus, multiplie elle aussi les mesures contre le Japon, contre la Corée, contre la Mongolie, contre l'Australie, j'en passe, contre les Philippines également, et contre la Lituanie actuellement, comme vous le savez sans doute. Donc, c'est une situation assez particulière parce qu'avec toutes ces tensions, on se dirait, oui, forcément, il y a démondialisation. D'autant qu'en France, on aime beaucoup annoncer la démondialisation. Comme on n'aime pas la mondialisation, on aime beaucoup la démondialisation. Donc, on l'annonce très souvent, mais le problème, c'est après de se demander, est-ce qu'elle a lieu, en effet? Et là, je suis d'accord, je rejoins Jérémy sur le constat. Non, je dirais, il y a un plateau, l'augmentation, l'intensification des relations commerciales a cessé. Il y a des éléments de la mondialisation qui ont un petit peu diminué dans leur intensité, les investissements directs à l'étranger, d'ailleurs Jérémy en a parlé, l'activité bancaire internationale, elle a reflué, elle aussi, mais il y en a d'autres qui sont très dynamiques, le commerce de services par exemple. Et donc, au total, quand on fait le bilan et qu'on regarde, on a à peu près la moitié des pays du monde qui ont vu leur ouverture commerciale plutôt augmenter, en fait, au cours des 15 dernières années. Et l'Europe en fait partie, d'ailleurs, pour une grande partie. Donc, non. Donc, en fait, on a une situation dans laquelle on a des interdépendances qui restent très étroites, mais elles sont mises à l'épreuve par des rivalités de grandes puissances qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus prégnantes, de plus en plus contraignantes. Et donc, voilà, on est un peu sur le même radeau, mais en train de se taper dessus, j'allais dire. C'est un peu, par moment, l'impression que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui est de cette situation, de ce qui la caractérise, de ces enjeux, de ces mécanismes? Au fond, pour moi, c'est ça qui est intéressant à ce stade du constat. La motivation, d'abord, il faut le redire, c'est une évidence, mais l'élément le plus structurant, c'est quand même aujourd'hui la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. C'est important de le souligner parce que ça veut dire qu'il y a deux puissances qui sont très structurantes. Et après, il y a un certain nombre de puissances moyennes derrière. Alors, où est-ce qu'on situe l'Union européenne? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on est dans les grandes puissances? Est-ce qu'on est dans les puissances moyennes? Mais bon, qui, dans ce contexte, voit aussi des possibilités pour jouer une sorte de ce qu'on appelle souvent une logique transactionnelle, c'est-à-dire de voir comment elles peuvent tirer leur épingle du jeu pour se tirer le plus possible de bénéfices de ce qu'elles peuvent offrir aux autres. Donc typiquement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'Arabie Saoudite qui s'affranchit de la tutelle des États-Unis pour resserrer le robinet sur le pétrole et pour finalement maximiser sa rente. Et ça, comment ils le font? Et finalement, en jouant de la tension entre les États-Unis et la Chine. On voit le jeu de la Turquie aussi, qui, pareil, est assez ambivalent et cherche sa voie, finalement. Sachant que, il me semble que le juge de paix, quand même, à la fin, et ce qui encadre ce que peuvent faire les puissances moyennes en termes de degré de liberté, c'est quand même leur sécurité.
Et un pays comme l'Arabie Saoudite, mais j'aurais pu dire la même chose de la Corée du Sud, par exemple, s'agissant de ce qu'ils font sur les semi-conducteurs, ils savent très bien qu'à la fin, en cas de crise grave, ils doivent se retourner vers les États-Unis pour leur sécurité. Et nous, Européens, on est quand même un peu dans la même situation. C'est-à-dire que quand il y a la guerre en Ukraine, on se tourne vers les États-Unis. Et on est en train de prendre conscience que c'est un grave problème pour nous. Alors, quelques éléments pour finir ce constat. Au fond, pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une résurgence du protectionnisme. C'est quelque chose d'assez différent. C'est une instrumentalisation des interdépendances économiques à des fins politiques, ce qu'on appelle souvent en anglais weaponization ou arsenalisation des interdépendances économiques. Comment on fait ça? C'est très difficile de faire ça, en fait. Pourquoi? Parce que le commerce, a priori, ça repose sur l'idée, si on échange, c'est que chacun des deux, il trouve un bénéfice. Donc si je coupe, les deux y perdent, c'est pas très intéressant en soi. Il faut arriver à couper la relation ou à la contraindre d'une façon qui fasse beaucoup plus perdre à l'autre qu'à moi. Je dis perdre dans les deux cas parce qu'en pratique, c'est souvent, effectivement, on n'est même plus du tout ni dans le gagnant-gagnant, ni même dans le jeu à somme nulle, on est plutôt dans le perdant-perdant. On essaie juste de faire perdre plus à l'autre que ce qu'on perd soi-même. Mais ça n'est possible que dans des cas très particuliers. Si je suis beaucoup plus gros que ma cible, bon, ben, je dois pouvoir y arriver. Je suis les États-Unis, j'empêche la Corée du Nord de se financer, de commercer. Je vais y arriver et ils vont effectivement perdre plus que ce que ça va m'apporter moi. Avec la Russie, on voit aujourd'hui que déjà, c'est pas si facile. Hein. On les contraint, mais ça nous coûte très cher. Eux, ils arrivent à contourner de 1000 façons. Hein. Donc, c'est un jeu extrêmement complexe. Au fond, l'arme, la vraie arme efficace dans ce jeu-là, c'est ce qu'on peut appeler les nœuds critiques. C'est-à-dire on a des économies extrêmement complexes, avec des réseaux qui sont une division du travail qui est poussée à un point qui est même inimaginable. Il y a des entreprises de l'électronique qui ont des dizaines de milliers de fournisseurs. Donc c'est proprement, même on a du mal à se le figurer. On a des flux d'informations qui sont, pareil, des volumes absolument extravagants. Et le paradoxe, c'est que ces réseaux extrêmement complexes, ils ont tendance à se dépendre de quelques nœuds de réseau, quelques hubs, on dirait en anglais. Et c'est vrai aussi bien du stockage des données informatiques ou du transit des données informatiques avec des réseaux, des nœuds qui sont essentiellement aux États-Unis. C'est vrai de la finance. On a parlé beaucoup de SWIFT. Pourquoi? Justement parce que les banques internationales s'appuient toutes sur SWIFT, presque toutes, pour leur pour la communication, l'échange de communication associé à leurs transactions internationales et souvent nationales d'ailleurs. Le système de compensation bancaire aux États-Unis qui s'appelle CHIPS, et il y a un certain nombre d'exemples comme ça. Dans l'électronique, je disais, c'est affreusement complexe. Mais le paradoxe, c'est que ces dizaines de milliers de fournisseurs n'empêchent pas le fait que sur des créneaux clés, il y a une entreprise qui est en situation de quasi-monopole, au moins sur la version la plus sophistiquée. Donc c'est TSMC sur le gravage, c'est ASML sur les machines qui produisent les semi-conducteurs, c'est ARM sur le dessin de l'architecture, et j'en passe et les meilleurs sur les matériaux aussi, sur les matériaux les plus sophistiqués. Il y a également des situations de quasi-monopole. Donc là, il y a des nœuds critiques, il y a des points sur lesquels la puissance qui les contrôle peut exercer une pression géopolitique. Et au fond, je crois que c'est le jeu qui est en train de se développer devant nous dans cette politisation des relations économiques, avec une asymétrie fondamentale, c'est que les technologies de l'information, elles ont été développées par les États-Unis. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis sont en position de force là-dessus, parce que c'est eux qui détiennent ces nœuds. Donc quand la Chine essaie de répondre en faisant ses sanctions à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Jusqu'à maintenant, en tout cas, essentiellement, elle a interdit l'accès à son marché. C'est un peu répondre par un jet de pierre face à un pistolet, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins fort. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise des éléments critiques. Donc, ils n'ont pas cette maîtrise, mais évidemment, ils sont conscients de ce qui est en train de se faire et ils essaient de l'acquérir. Et donc, on voit aujourd'hui, et tout le monde est bien conscient de la domination de la Chine dans les technologies vertes, dans les matières premières, dans l'extraction, surtout dans le raffinage, et puis dans les technologies. Si vous regardez les capacités de production dans les technologies vertes, sur tous les créneaux technologiques aujourd'hui, tous les créneaux, la Chine est en première position. Et des fois, comme sur les panneaux solaires, par exemple, ils détiennent 90% des capacités de production mondiale. Et donc là, ils sont en train peut-être d'acquérir des positions qui seraient un levier très fort pour faire pression sur leurs partenaires. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande inquiétude des pays occidentaux face à cette situation. Et ça participe de
leur stratégie dans ce jeu qui est plus large, qui est de se dire finalement, dans cette mondialisation en fait sous tension, il faut avoir la maîtrise des leviers de l'action publique, des leviers des missions régaliennes de l'État. Et ça veut dire qu'on ne peut plus laisser à la logique de marché un certain nombre de créneaux. Donc, ce n'est pas complètement nouveau, hein. On a appliqué toujours cette logique à l'énergie, à l'alimentation, à la défense. Oui, mais aujourd'hui, on l'étend à la pharmacie, aux infrastructures de télécom, et puis à ce qu'on appelle les technologies fondatrices, semi-conducteurs par exemple, et technologies vertes demain. Donc, on a ce jeu-là. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer pourquoi aussi, mais peut-être on pourra y revenir dans la discussion. On parle de découplage. Je crois qu'une partie du constat aujourd'hui, c'est que le découplage est impossible. On n'y arrive pas à le faire. Voilà, je dis ça juste pour que tu me poses une autre question après. Il faudra y revenir, justement, effectivement. Sarah Guillou, effectivement, la question de la place particulière que la Chine a prise dans le commerce international, est-ce que c'est pas cette place qui maintenant, le contre-coup de cette place prise, et que quand il y a un changement politique majeur en Chine, toutes les cartes du commerce international sont rebattues. Et est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que ça peut être retrouvé, on peut retrouver ou pas un équilibre, un nouvel équilibre d'une mondialisation qui soit apaisée éventuellement et moins virulente qu'actuellement? Je partage avec vous l'idée qu'on soit en train de changer d'équilibre et que la Chine n'en est pas pour rien dans cette histoire. Ma thèse, c'est qu'effectivement, on est en train d'avoir une nouvelle interaction entre géopolitique et flux commerciaux. Alors, pour revenir aux fondamentaux et pour vous expliquer pourquoi comment je peux penser qu'on est en train de changer d'équilibre, si on revient aux fondamentaux économiques, quand on explique l'échange international, les économistes que nous sommes, toutes les théories, les premières théories qui expliquent l'échange international, comment on peut expliquer qu'il y a des flux commerciaux entre tel et tel pays, ça se base sur l'existence de différences. En fait, on échange des différences. Si les pays n'étaient pas différents, il n'y aurait pas d'échange. Alors, c'est vrai entre nous aussi, hein. Donc, les pays échangent des différences de technologie, c'est toute la théorie ricardienne qui date du 19e siècle, où ils échangent parce qu'ils ont des ressources différentes. Voire, ils échangent parce qu'ils ont des produits différents et qu'on a envie d'avoir la possibilité de conduire une Mercedes ou une Volkswagen, et même si on est capable de produire des Renault. Donc, on échange des différences. Ça, c'est le départ, c'est la théorie économique. Et puis, il y a une autre théorie économique qui est un peu plus proche de la réalité, qui dit, en fait, les pays qui échangent entre eux, c'est des pays assez semblables, parce qu'ils sont proches, en distance, ils sont plus ou moins aussi riches, et c'est parce qu'ils sont riches qu'ils échangent entre eux. Et la distance, elle n'est pas simplement géographique, elle est aussi culturelle. C'est-à-dire, plus les pays sont proches culturellement, plus ils vont échanger. Et on constate effectivement, empiriquement, qu'on a beaucoup de flux commerciaux entre les pays riches et les démocraties occidentales, OCDE. Et puis aussi, on voit beaucoup d'échanges entre les pays en développement, qui sont les pays plus pauvres. Donc on a ces deux théories économiques, mais qui laissent peu de place à la politique. La deuxième un peu plus, parce qu'elle sous-entend que la culture, ça compte, la langue, ça compte, et que des éléments un peu moins économiques peuvent compter. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retournement. Il y a toujours eu de la géopolitique dans les flux commerciaux. Il n'y a pas de flux commerciaux qui ne reposent que sur les déterminants économiques dont je vous ai parlé. L'histoire économique montre que la politique est toujours intervenue pour motiver, influencer, voire entraver les flux commerciaux. Donc on a toujours ce tiers, cet acteur politique qui affecte les flux commerciaux. Et plus il y a des tensions géopolitiques, plus le politique intervient dans le dessin des flux commerciaux entre les pays. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui selon moi? Ce qui change, c'est que la différence dont je vous ai parlé, la différence de technologie, la différence de ressources ou la différence de produits, elle est génératrice de tensions géopolitiques. Autrefois, ces différences, on disait, elles génèrent des flux commerciaux. Aujourd'hui, ces différences, elles génèrent des tensions ou en tout cas une attention politique renforcée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on constate une différence forte en termes de ressources, alors on le voit dans les matériaux critiques, une différence en termes de technologie, on a la naissance d'une attention politique renforcée, voire de tensions géopolitiques. Alors pourquoi on a ce changement? Et c'est là où j'en viens avec la Chine. Parce qu'effectivement, la Chine est sans doute le coupable.
dans cette histoire. La Chine, elle est entrée dans le commerce international à une vitesse fulgurante, et notamment depuis son accession à l'Organisation mondiale du commerce. Elle est devenue un acteur incontournable, elle est devenue l'usine du monde, et ensuite, après, sans se contenter d'être l'usine du monde, elle est aussi devenue la productrice de brevets, de recherche et développement. Et c'est un endroit d'attractivité, ça a toujours été un endroit où il fallait aller, la Chine, mais aujourd'hui encore plus qu'hier pour les entreprises multinationales. Et la Chine a fait cette entrée fulgurante dans le commerce international, est devenue un acteur qu'il fallait regarder, concurrent. Mais surtout, la Chine, ce n'est pas une économie de marché. Et même si, effectivement, elle est rentrée dans l'OMC en laissant entendre qu'elle pourrait atteindre un mode de fonctionnement qui la qualifierait d'économie de marché, ça reste un capitalisme d'État. Et un capitalisme d'État et une autocratie, quelque part, qui intervient beaucoup dans le marché. Et puis, il y a la pandémie aussi. Ça joue, parce qu'avec la pandémie, on voit aussi le retour dans le marché, le retour du politique qui décide de fermer les frontières, d'entraver les exportations, parce qu'on est dans une situation critique, et on a le retour du politique. Donc, une des raisons de ce changement qui fait que toute différence aujourd'hui n'est pas simplement vectrice de flux commerciaux, mais aussi d'une attention politique, voire d'une tension géopolitique, vient du fait que le politique est re-rentré dans l'économie de marché et notamment dans l'économie internationale, bien plus qu'il ne l'était en temps normal. Et on le voit avec toute cette course aux subventions. La deuxième raison, ce n'est pas simplement la Chine, c'est aussi la technologie. Parce qu'on est dans un processus de production aujourd'hui où la technologie est fondamentale de la création de valeur. C'est plus le travail, c'est la technologie qui est aujourd'hui la métrique pour la création de valeur. Mais encore plus qu'hier, la technologie se fait avec des rendements d'échelle et avec ce principe que le premier qui entre ramasse la mise. The winner takes all. Et donc, il y a une concurrence accrue sur les marchés technologiques à la domination et à la course technologique. Or, la Chine, cette autocratie qui ne partage pas totalement nos valeurs, il se trouve qu'elle n'est pas simplement contentée d'être l'usine du monde, elle est aussi maintenant extrêmement volontariste avec des dépenses en R&D majeures dans les nouvelles technologies. Alors, elle peine un peu dans les semi-conducteurs, elle peine un peu dans la production de voitures au fuel, ou en tout cas à essence, mais elle a fait des percées assez importantes dans les véhicules électriques, dans les batteries et aussi dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc, elle menace la domination et l'hégémonie technologique des pays de l'Est, des pays de l'Ouest, des pays riches en tout cas, qui avaient avant la domination technologique. Donc ça, c'est les deux raisons qui expliquent qu'on a une modification de l'appréciation des différences de technologie, de ressources, parce que la Chine aussi, comme le disait Sébastien Jean, est extrêmement dominante dans le raffinage des matériaux critiques, pas seulement le raffinage, mais aussi l'extraction de certains matériaux critiques qui sont fondamentaux pour les hautes technologies comme les téléphones portables, la 5G, les batteries électriques, demain les composants aussi qui interviennent dans les semi-conducteurs. Et cette domination-là, elle la met dans une position de force, notamment là récemment, elle a décidé pas d'interdire totalement, mais quasiment les exportations de gallium et de germanium, qui sont donc composants qui sont très importants pour les technologies 5G, les batteries, les semi-conducteurs, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la différence, elle est vectrice de tensions géopolitiques. C'est ça qui est nouveau pour moi. Alors bien sûr, si je dois faire un peu l'antithèse de cette thèse-là qui dit qu'on vit une différence, il y a quand même beaucoup d'inertie. Il y a quand même beaucoup d'inertie dans les flux commerciaux pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a les chaînes de valeur mondiales. Il y a tout un réseau, effectivement, extrêmement complexe qui s'est tissé au fil des précédentes années de la montée de la mondialisation. Ce réseau de fournisseurs, de clients, ne se défait pas en un jour. Alors, évidemment, ça bouge parce que la plupart des entreprises et les États
essaie de contourner ne cherche pas à rester dans une situation d'enfermement. Hein. Donc, si vous avez un État qui décide de fermer, de supprimer l'accès à telle ressource, eh bien, tout le monde va chercher à sortir de cette situation d'enfermement. Mais ça prend du temps. Donc, il y a une certaine inertie, parce que les contrats entre les clients, les fournisseurs, ça prend du temps, même si tout le monde bouge. Et le temps de l'économie, ce n'est pas le temps du géopolitique. Donc l'ajustement, il y a un décalage d'ajustement, l'ajustement économique qui prend plus de temps. C'est pour ça qu'on se retrouve en fait avec... C'est vrai qu'Apple est allée voir en Inde si elle pouvait, mais elle a gardé aussi beaucoup d'usines en Chine. Donc et c'est pour ça aussi, par exemple, que les sanctions économiques à l'égard de la Russie n'ont eu leur plein effet que très tardivement. Parce qu'il y a une forte inertie dans les contrats existants, dans l'applicabilité de l'économie. Donc il y a une vitesse d'ajustement qui n'est pas la même du géopolitique et de l'économique. Alors si le géopolitique dure, si la tension géopolitique dure, évidemment, l'économique va finir par s'ajuster. Mais il y a un temps d'ajustement qui est un peu différent. Et la deuxième raison pour laquelle il y a une inertie, c'est que money is money. Et que le commerce, il n'est pas fait par les États, il est fait par les firmes multinationales, les grandes firmes multinationales. Et elles, ce qu'elles veulent, c'est des accès au marché. Et donc la Chine, c'est un marché privilégié. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a aujourd'hui une attention politique renforcée de celle dont je vous parlais, qui fait qu'en Europe, on lance aujourd'hui des enquêtes à l'égard de la Chine vis-à-vis de ses subventions aux véhicules électriques. On ouvre aussi une liste des technologies stratégiques en renforçant l'attention sur la maîtrise de ces technologies. Donc vous voyez qu'on a bien cette attention politique qui est renforcée. Mais en même temps, on sait très bien que ces enquêtes, qui aussi sont lancées pour les turbines éoliennes, n'aboutiront que si l'Allemagne et les entreprises allemandes acceptent qu'on pose des droits à l'égard de la Chine parce qu'elles ont peur du protectionnisme. Donc les firmes multinationales, elles exercent un lobbying sur les États. Donc il y a quand même un rapport de force, il y a un aller-retour entre l'économique et le politique qui se produit en permanence. Et c'est effectivement, si la tension géopolitique domine, l'économique finit par toujours plier. Donc on a quand même une certaine inertie dans les flux commerciaux, ce qui fait qu'on ne voit pas la démondialisation aussi parce que cette mondialisation, elle est faite par les firmes multinationales. D'accord. Helmut, est-ce qu'on peut sortir de cette situation-là? Est-ce qu'il y a des voies de sortie? Est-ce qu'il y a des stratégies à mener pour éviter les pires aspects de cette on va pas dire crise, mais de cet arrêt au type de mondialisation qu'on a connu jusqu'ici? Voilà, que faire, en gros? Merci. Alors, que faire, c'est un peu ambitieux et je n'irai pas jusque-là. Surtout qu'on parle de mondialisation quand même. On parle que faire pour la mondialisation ou contre. Non, je voudrais, pour répondre à votre question, traiter de deux questions, 2 points. Un, converger avec ce qui a été dit précédemment, mais de manière un petit peu différente, sur le constat d'une recomposition de la mondialisation, et pas d'une démondialisation. C'est le premier point. Puis le deuxième point, je voudrais vous dire qu'il faut se méfier de la concordance des temps, parce que la concordance des temps peut être artificielle et que les choses qui sont en train de restructurer l'économie mondiale précèdent les différents chocs qu'on a pu connaître, la crise Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation mondiale et sa reprise, Trump en 2016. Tout ceci a été précédé par des facteurs précédents, et en particulier à partir des années 2010. Donc si vous me le permettez, je voudrais quand même dire 2 choses pour clarifier le débat, mais qui a été déjà extrêmement clair. Habituellement, quand on intervient en dernier, on a toujours quelque chose à dire contre l'un ou l'autre des intervenants, mais là, je n'ai rien à opposer à mes prédécesseurs dans cette discussion. Simplement, je voudrais dire qu'en effet, il n'y a pas de démondialisation, parce que pour qu'il y ait démondialisation, il faut qu'il y ait un recul structurel de l'ensemble des composantes de la mondialisation, qui, encore une fois, sont au nombre de 5, le commerce, les investissements directs étrangers à la recherche de marché, la finance, les flux de technologie et de connaissances et les migrations internationales. Et si on observe chacune de ces 5 composantes, on a à la fois une périodisation qui est différente dans la dynamique de chacune de ces 5 composantes et des restructurations différentes. Donc je vais m'intéresser à celle du commerce international, parce que dans le commerce international, il y a 2 choses. Il y a des aspects qui sont liés, Sarah l'a dit, à la nécessité d'accéder au marché,
Et puis, il y a ce qui est lié à la fragmentation des chaînes de valeur pour aller chercher les coûts les moins chers dans les différents points de la planète, en faisant jouer les avantages comparatifs qu'on connaît bien. Les investissements directs à l'étranger sont aussi, la plupart du temps, à la recherche de marchés nouveaux. Donc, qu'est-ce qui se produit ? Bien, moi, je dis qu'il faut un petit peu périodiser. Je crois qu'on serait assez vite d'accord pour dire que des réversibilités dans les dynamiques de la mondialisation, on en a connu dans l'histoire. Je rappelle que la première mondialisation de 1860 à 1910 a été extraordinaire, qu'ensuite, elle a été suivie d'un effondrement du commerce mondial et de l'élasticité du commerce mondial, c'est-à-dire le rapport entre la dynamique du commerce et la dynamique du PIB, de la production, qui a chuté entre les deux guerres. Puis ensuite, à partir de 1950, on a eu une période longue, et on est toujours dans cette période longue, j'insiste, qu'on a appelé la deuxième mondialisation. Simplement, dans cette deuxième mondialisation qui démarre après la Seconde Guerre mondiale, plus généralement après 1950, il faut caractériser 3 sous-périodes. La première va de 1950 à 1990, qui est la période d'internationalisation croissante, nécessairement entre pays développés, anciennement industrialisés, plus les pays d'Europe centrale et orientale qui ont rejoint après la chute du mur de Berlin. Ensuite, on a eu une deuxième période qui était une période d'hypermondialisation qui a existé, qui a été due essentiellement à l'entrée de la Chine et de l'Inde, de pays quasi continentaux, dans la mondialisation, qui ont fait exploser les taux d'ouverture commerciaux. Donc là, on a eu bien une phase d'hypermondialisation, et dans cette phase d'hypermondialisation qui va de 1990 à 2010, on a 2 facteurs qui vont dilater les chaînes de valeur pour aller chercher les coûts de production les moins bas, les écarts de coûts salariaux par unité produite, d'une part, et les coûts de transaction au commerce, les coûts de transport qui ont chuté et qui étaient extrêmement faibles. Donc ces 2 facteurs ont permis aux firmes de fragmenter leur chaîne de valeur jusqu'en Chine, et souvent en Chine, justement. L'entrée de la Chine dans l'OMC a facilité les choses, a réduit encore plus les coûts de transaction pour découper les produits en morceaux et les faire assembler dans différents endroits pour les réimporter dans les pays de consommation. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a connu durant la période d'hypermondialisation. Les services, d'ailleurs, étaient assez peu concernés, un peu, mais pas beaucoup. Et à partir de 2010 s'ouvre une 3e période, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la concordance des temps. C'est celle d'une restructuration de la mondialisation pour toutes ses composantes pratiquement, mais pas dans une tendance à la démondialisation, c'est-à-dire à la chute absolue du commerce mondial. On le voit, le commerce, il peut connaître un trou d'air, mais en 2022, il avait augmenté, donc c'est pas quelque chose qui est significatif. En revanche, ce qu'on observe, c'est bien que depuis 2010, on assiste à une réduction de l'élasticité du commerce mondial. Le commerce mondial a augmenté 2 fois plus vite que la production mondiale durant la période d'hypermondialisation, ma 2e sous-période, et il augmente aujourd'hui de manière stable, à la même vitesse, sinon un peu moins. Donc on a bien un ralentissement de la dynamique du commerce mondial. Et ce ralentissement de la dynamique du commerce mondial, il est associé, selon moi, à 2, pas selon moi, la plupart des observateurs concède à 2 facteurs, c'est-à-dire au retournement de ceux qui ont des facteurs qui ont permis l'hypermondialisation. Un, les coûts salariaux par unité produite. Je rappelle que les économistes insistent beaucoup là-dessus, mais que ce n'est pas le niveau de salaire qui compte, mais le rapport salaire-productivité. Et donc, quand on regarde ça, et je vois ici Patrick en face de moi qui a bien documenté cette question, le rapport salaire-productivité chinois et émergent en 2000, il était de 40% du rapport salaire-productivité américain, et il est passé après de 95% vers la fin des années 2010, vers 2020, donc avant même la crise Covid. Donc on a bien un effet de rattrapage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans une période de taux d'intérêt réel très bas, qu'on a connu, c'est terminé depuis 2022, mais quand même, eh bien, les firmes ont robotisé leur chaîne d'assemblage, ont augmenté fortement la robotisation, et donc ont recentré leur chaîne de valeur sur des bases régionales. D'autant plus que le 2e facteur qui avait permis l'hypermondialisation, c'est-à-dire les coûts de transaction, ont commencé à augmenter. Et c'est là que la concordance des temps compte, puisque là, les facteurs géopolitiques vont augmenter encore plus les coûts
de la mobilité des marchandises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, on a un resserrement de la mondialisation autour des régions, ce qui était déjà le cas. On n'a jamais eu une hyper-globalisation d'un village global pour les marchandises. Pour la finance, oui, mais pas pour les marchandises. Le centre de gravité régional a toujours été fort. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, on a encore plus un recentrage sur des bases régionales du commerce mondial, en particulier des chaînes de valeur mondiale. Quand vous regardez la composition du commerce chinois, on en parlait un instant, la part des produits assemblés en Chine dans les exportations totales de la Chine ont baissé très drastiquement par rapport à la production locale, etc. Donc on a bien un effet de retournement du commerce qui est dû essentiellement, le CEPI l'avait bien documenté, au commerce de biens intermédiaires et au commerce lié à la fragmentation des chaînes de valeur. Voilà, ça me paraît essentiel. En revanche, ce qui se passe sur les investissements directs à l'étranger est assez différent. On observe que ça se poursuit. Pour aller chercher les marchés, il faut aller sur place, surtout quand les coûts de transaction augmentent. Quand les coûts de transaction au commerce augmentent, les droits de douane, les restrictions au commerce, etc., et qu'on a besoin d'être en Chine parce que c'est un marché qui reste dynamique et qu'il le sera, eh bien, on va sur place. Donc attention aux artefacts. C'est pour ça que moi aussi, j'adhère au fait qu'on n'assiste pas à la démondialisation. Maintenant, qu'est-ce qui se produit? Et je voudrais juste donner deux tendances que j'ai essayé un peu de décrire dans la tribune que j'avais faite pour Le Monde la semaine dernière, à l'occasion de cette session qui s'appelle la recomposition du commerce mondial. Il me semble qu'il y a quand même deux facteurs clés qu'il faut regarder de près, qui précèdent encore une fois les chocs relativement exogènes. Trump en 2016 et le protectionnisme américain, la guerre de l'Ukraine par la Russie, le Covid, etc. Tout ça est venu amplifier des phénomènes qui étaient déjà existants. Et il y a deux phénomènes très forts, me semble-t-il. C'est l'avènement des nouvelles technologies, leur diffusion dans l'industrie, qui vont permettre de recomposer et de reconquérir des avantages comparatifs. Et il faut regarder de près ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle. Alors il se trouve qu'un rapport de l'OCDE documente ça très bien parce qu'ils ont essayé de mesurer la diffusion de l'IA dans les secteurs de l'éducation, de l'industrie manufacturière, de la finance, du software, etc. Et c'est assez extraordinaire ce qui se passe quand on regarde de près ce rapport. Et on observe que l'Inde est absolument le premier pays qui apparaît dans tous les indicateurs. C'est de très loin, suivi par les États-Unis, assez proche. Puis ensuite, vous avez l'Allemagne, vous avez quelques pays comme ça. La France était dans la moyenne des pays de l'OCDE. Ça, c'est le premier point. Donc il y a quand même un pays qui émerge, et je vous rappelle que le choc géopolitique, parce que la géopolitique, ça compte, évidemment, donc resserre encore plus les échanges entre certains pays. Je vous rappelle que les échanges entre l'Inde et la Russie, depuis la guerre, ont été multipliés par 5. Les échanges entre la Russie et la Chine ont augmenté de 75%. Donc il y a quelque chose qui se passe du point de vue des amis qui ne sont pas nos amis. Il se passe quelque chose, donc c'est intéressant de regarder ça. Mais donc, ce qui se passe en Inde est tout à fait intéressant. Et quand vous regardez cette hiérarchie, puis ensuite vous vous demandez, il y a un autre graphique, je ne peux pas vous projeter le graphique, mais je vais vous l'imager. Vous regardez ensuite, donc l'Inde classée première partout, Chine classée bien aussi, très bien, 4e ou 5e, et les États-Unis toujours en second. Puis vous regardez la demande de talent pour l'IA, pour l'intelligence artificielle. Et la demande internationale, migration de main-d'œuvre qualifiée, etc. Premier pays, tout en haut, les États-Unis. Donc en réalité, la bataille pour l'IA qui est en train de se dérouler, c'est une bataille de la formation. Et au fond, on est dans un ordre nouveau où la technologie, c'est pas seulement de la productivité ricardienne, c'est-à-dire au fond remplacer du capital, du travail par du capital, mais c'est aussi une façon d'intérioriser, d'intégrer, d'absorber les nouvelles connaissances, en particulier l'IA, dans ces différents domaines. Et c'est très important parce qu'on est dans un monde où la deuxième structuration de la mondialisation, c'est que ce que j'observe pour les biens matériels, l'industrie manufacturière, une certaine relocalisation et recomposition des chaînes de valeur à proximité des marchés. Je l'observe pour les industries parfaitement robotisables, mais pas pour les industries qui sont souples. Le textile, l'habillement, ça continue à délocaliser de manière itinérante. On quitte la Chine, mais on va au Vietnam. L'industrie robotisable revient. Mais ce qui est tout à fait nouveau et qui s'est accéléré avec la crise de la Covid, cette fois, et qui apparaît dès 2010, c'est l'explosion de la délocalisation des services et des emplois de services. En d'autres termes, pour résumer, on a une relocalisation industrielle relative,
à proximité des marchés pour l'industrie robotisable, des secteurs qui ne sont pas robotisables, qui continuent à délocaliser de manière itinérante, et puis une hyper-mondialisation nouvelle à ses prémices des services aux entreprises en particulier. Donc la loi de Baumol, qui consacrait un écart de productivité entre les services et l'industrie manufacturière, est relativement remise en cause quand on voit que Amazon a, avec ses robots Kia, augmenté de près de 75% ses gains de productivité pour partir de la distribution jusqu'à l'industrie manufacturière aux États-Unis. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les industries des services qui est tout à fait intéressant et qui est loin de la simplification auquel on a à faire face, qui serait un repli de la mondialisation. Le deuxième point, et c'est mon dernier message, tout ceci mérite des travaux, bien entendu, hein, ce sont des hypothèses. Qu'est-ce qui pourrait se produire du point de vue du découplage? Alors, s'il y a découplage, moi je le vois moins entre les États-Unis et la Chine, bien qu'il existe un petit peu. Les chiffres qui ont été cités par Jérémy sont éloquents sur le fait mais ils peuvent être tout à fait transitoires, ils peuvent être liés aux facteurs géopolitiques. En revanche, il y a quelque chose qui est bien plus structurel, c'est le découplage France-Afrique. Europe-Afrique. Parce que si vous prenez le deuxième gros moteur qui travaille la mondialisation, c'est pas seulement l'IA, mais c'est aussi la décarbonation des économies. Et cette décarbonation des économies, sur ce qui nous intéresse, a deux effets. Premier effet, elle raccourcit les chaînes de valeur. Parce que vous n'avez moins besoin de matières combustibles fossiles, donc les phases de transformation disparaissent. Je cite l'exemple de cette entreprise suédoise qui, grâce à l'innovation en décarbonation, a relocalisé en Suède parce qu'elle était plus obligée de passer par le charbon pour faire du fer, et elle augmente d'ailleurs de 95% la teneur en fer de sa production décarbonée. Donc il y a déjà un effet de composition des produits qui va se resserrer grâce à la décarbonation. Le deuxième effet, c'est les taxes carbone aux frontières. C'est pas une vraie taxe carbone aux frontières qu'on a au niveau européen, mais en tout cas, ça alourdit les coûts de transport et ça favorise aussi le recentrage. Donc on peut imaginer une mondialisation à deux vitesses, dans laquelle vous auriez pas forcément que des amis, mais il se trouve qu'ils sont amis. Mais la corrélation, elle est peut-être fortuite. Elle est liée surtout au développement. C'est ce que disait Sarah à propos du niveau des échanges entre pays à un niveau de développement similaire. Vous allez avoir de plus en plus de concentration. On le voit quand on regarde un indicateur qui est l'indicateur des échanges de biens à goulet d'étranglement, c'est-à-dire dans lesquels on dépend de pas plus de 4 pays dans la fourniture de ces biens. Les composants électroniques en font partie. Bien, on voit apparaître effectivement, pour les IDE aussi, dans les matières électroniques et composants, une concentration entre pays qui sont géopolitiquement proches, mais qui sont aussi les plus riches et les plus engagés dans la décarbonation. De fait, les pays pour lesquels la dépendance à l'égard des exportations de produits combustibles fossiles demeure le point clé de l'avantage comparatif, ou absolu d'ailleurs, de ces économies, eh bien si on ne fait rien pour les insérer c'est pour ça que faire, c'est compliqué. Si on ne fait rien pour les insérer dans les dépenses énormes qui sont mises en place pour l'autonomie stratégique et pour la décarbonation, eh bien, on les pousse à rejoindre le commerce avec les pays autoritaires. Et donc, on voit apparaître, c'est des prémices, c'est une hypothèse, un commerce entre amis, mais aussi riches, décarbonés et qui font de l'IA, et un commerce entre la Russie, l'Iran, un certain nombre de pays pétroliers, de pays gaziers, de pays d'Afrique. Il ne vous a pas échappé, qu'est-ce qui se passe en Afrique en ce moment? C'est un découplage politique. Un découplage politique majeur, qui est aussi le produit d'une asymétrie des échanges qui a toujours existé, mais qui est devenue insupportable aux yeux des Africains. Si demain, en 2030, 2050, on a 2 milliards d'habitants en Afrique, si effectivement on n'est pas capable d'avoir une autre politique de développement à leur égard, et tout à l'heure tu as parlé d'Afrique, je crois que je n'y étais pas, mais je pense que tu auras peut-être des choses à dire, Sébastien, mais alors on aura un vrai découplage, qui est un découplage majeur, puisque la démographie jeune, elle est en Afrique, et les pays asiatiques sont des pays vieillissants. Alors désolé pour ceux qui sont vieillissants dans cette salle comme moi, mais c'est comme ça que ça se produit. Et donc on a là un risque majeur de déconnexion forcée. Je préfère la déconnexion forcée au mot découplage, parce qu'au moins, là, il y a quelque chose qui est qui prend en compte à la fois les facteurs économiques du découplage ou de la déconnexion, et les facteurs géopolitique. Donc là, on a bien un risque de voir apparaître une zone entière, la plus dynamique du monde, en termes de jeunesse, en termes de démographie, déconnectée. On a bien des chances de l'avoir rejetée vers le commerce entre d'autres types d'amis qui sont orchestrés par l'Iran, la Russie, éventuellement la Turquie. Et la Chine, entre ces deux-là, entre ces deux canaux
de mondialisation joue un rôle d'arbitre. Elle n'est ni totalement dans l'un, c'est pour ça que je ne crois pas non plus à un découplage avec la Chine totale, elle n'est ni totalement dans l'autre, et elle arbitre ce jeu-là, et je pense que c'est une proposition à la discussion plus qu'une certitude finale. Merci. Merci beaucoup. Précisément, avant de passer la parole à la salle pour des questions que vous voudrez bien poser, la question du découplage, parce que sur la possibilité du découplage, alors, découplage entre l'Occident et la Chine, premièrement, effectivement. En gros, vous avez deux discours. Vous avez un discours qui est souvent tenu par les entreprises, d'ailleurs, qui est de dire, mais attendez, ça n'a aucun sens, on ne peut pas découpler parce qu'effectivement, il y a une inertie des chaînes de valeur faites dans la période précédente qui est impossible sur lesquelles il est impossible de revenir, même si le politique le souhaite. Nous, on ne veut pas. Et c'est les multinationales souvent qui tiennent ce discours-là. Et en plus, c'est un marché qui va, et ça va continuer à être un marché, ça va de nouveau être un marché post-confinement généralisé. Voilà, donc il y a toujours cet espoir pour les multinationales occidentales de revenir en Chine et de refaire le business as usual. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pensable? Ou est-ce que la dimension géopolitique, celle qui nous occupe depuis tout à l'heure, va l'emporter et rendre effectivement ce découplage réel? Je pose, voilà, qui a envie de répondre à ça? Je veux bien donner quelques éléments de réponse parce que je trouve la situation, dans le cas européen en particulier, assez frappante. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une sorte de schizophrénie entre les grandes firmes d'une part, les grandes entreprises, et les petites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde en particulier les investissements étrangers, les investissements européens en Chine, leur niveau total, il continue, il se maintient assez bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est en train de se concentrer sur quelques grandes entreprises qui ont déjà des investissements énormes en Chine et qui doublent la mise. Ces quelques grandes entreprises, c'est d'abord les constructeurs automobiles allemands, BASF dans la chimie, et quelques autres grosses entreprises industrielles. Et ensuite, tous les autres entreprises, les petites, les moyennes, elles disent mais c'est beaucoup trop opaque, risqué, incertain l'entreprise, on ne veut plus y aller. C'est l'enfer de faire du business en Chine aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même aussi un changement dans la législation chinoise qui était que les firmes multinationales doivent réinvestir les bénéfices qu'elles font sur place. Évidemment, et que, en gros, quand on annonce des nouveaux investissements fabuleux qui montreraient que le marché chinois est toujours... c'est en fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils continuent à construire des usines, à monter de nouvelles usines, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir leurs bénéfices de Chine. Ça pose une question importante, c'est de savoir dans quelle mesure on n'a pas un certain nombre de grandes entreprises qui sont aujourd'hui otages de la Chine. Parce qu'elles ont trop mis d'œufs dans ce panier, d'une certaine façon. Donc, quand je vois, si vous voulez, comme c'était le cas l'an dernier, par exemple, à quelques semaines d'intervalle, Volkswagen annonçait des dizaines de milliards d'investissements supplémentaires en Chine, alors qu'un officier supérieur de l'état-major américain dit mon sentiment, c'est que nous allons nous battre en 2025. Dit, mais alors, quelle est la stratégie de Volkswagen? Est-ce qu'ils ont une meilleure connaissance des enjeux stratégiques que l'armée américaine? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont arriver à tirer leur épingle du jeu? Il faut souligner quand même que dans la guerre tarifaire sino-américaine, Apple a toujours réussi à passer entre les gouttes. Ils n'ont pas été touchés. Ils ont réussi à convaincre le gouvernement de les épargner. Donc peut-être qu'il y a une partie de ça. Et puis il y a quand même une troisième explication qui paraît assez vraisemblable, c'est qu'ils n'ont plus le choix. Donc en fait, ce que font un certain nombre de ces entreprises aujourd'hui, c'est découpler au sein de leur entreprise, qu'on a un peu décrit déjà. C'est pas un découplage entre les zones, c'est une entreprise européenne qui va faire effectivement du business en Chine et du business ailleurs, mais les deux entités, leur entité chinoise et le reste du monde, elles sont de plus en plus séparées. Elles n'ont plus les mêmes systèmes d'information, et puis de plus en plus, elles sont relativement... Elles ont d'autant moins le même système d'information que là encore, les lois chinoises ont évolué de façon à ce que les données que les entreprises occidentales utilisent en Chine sont maintenant totalement accessibles au pouvoir politique chinois. Donc ils sont bien obligés de séparer leurs propres activités en leur sein. D'autres réponses éventuellement sur la possibilité ou l'impossibilité du découplage? Non, juste pour dire que la question peut-être première, c'est pourquoi faut-il se découpler? Parce que le découplage reste, semble-t-il, une injonction politique qui semble admise là. Mais c'était un peu mon point, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on est dans cette injonction politique du découplage?
Alors, est-ce que c'est juste la pandémie qui nous a fait tout d'un coup réaliser qu'il faisait bien de produire des choses chez nous, parce que quand on ne pouvait plus les acheter comme on pouvait le faire avant, c'était un peu embêtant? Je pense que vraiment le découplage, il est vraiment fondé sur le fait qu'on a une distance de valeur et de fonctionnement et d'interaction avec le marché. Et la question est de savoir si les raisons structurelles qui nécessitent ce découplage, comme le disait Helmut, elles vont être pérennes. Et c'est la question de l'évolution des autocraties. Et c'est vrai qu'on est passé, on a changé quand même du monde où on croyait que le commerce pouvait discipliner les autocraties. Et on est sorti de cette naïveté, même si elle n'était jamais totale. Mais on y croyait quand même que le commerce allait modifier la Chine, que le commerce allait modifier la Russie. Bon, on en est totalement revenu. Donc, alors on pourrait rentrer dans un nouveau cycle où on y croit encore. Mais c'est vrai qu'il y a un recentrage sur les démocraties, et puis il y a une volonté de ne pas dépendre de ressources. Alors sur la décarbonation, je suis d'accord que c'est quand même un des enjeux, et c'est un enjeu qui est plus fort parmi les pays riches aujourd'hui que parmi les pays en développement ou plus pauvres. Mais la dépendance, alors là, il n'y a pas de découplage pour le moment possible. Parce que la Chine détient pour le moment tous les matériaux critiques nécessaires. Et c'est la difficulté de la mise en place du plan américain, de vouloir se découpler des Chinois et de faire des industries vertes sans la Chine. Ça va être compliqué. Donc, mais on verra. Jérémy ? Ça va être compliqué. Ça pour le coup, c'est indubitable. Mais justement, cette injonction politique, elle est assez frappante. Les États-Unis, c'est un pays où on connaît les divergences entre démocrates et républicains qui sont d'accord sur absolument rien, à part une chose, c'est finalement le consensus anti-chinois qui a émergé à Washington et cette méfiance contre la Chine. Pourquoi ce consensus entre démocrates et républicains ? Je pense, alors j'espère ne pas créer de controverse ici, mais que les économistes en général ont reconnu l'intérêt et les dividendes qu'on tire finalement du commerce international en général. Que d'habitude, ce sont des gains caractérisés, documentés. La nouvelle ère, ceci dit, il y a quand même un certain nombre de pertes qui sont concentrées sur une partie de la population qui risquent de se fâcher, et de se fâcher rapidement. C'est Trump aux États-Unis, c'est le Brexit au Royaume-Uni. Je mesure, je veux dire, c'est bien entendu, il y a un certain nombre d'explications derrière tout ça. C'est les gilets jaunes, d'une certaine manière, en France. Et si le citoyen moyen est capable, finalement, d'un revers de la main, par son mécontentement dans l'isoloir, est capable finalement d'effacer tous ces gains qu'on a pu tirer du commerce international, peut-être qu'il est grand temps de reconsidérer la manière dont on pense ces gains du commerce international. Donc cette injonction politique, je pense qu'elle n'est pas naïve, et je pense, effectivement, vous avez raison, l'ajustement économique va prendre beaucoup plus de temps que l'ajustement politique. Pardon, c'est le contraire, c'est l'ajustement... Bref. Ces ajustements ne sont pas de la même durée, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui prennent ces discours au sérieux parce qu'ils se rendent compte que si ça plie, s'ils doivent se plier, cette rupture, elle risque de se faire rapidement, elle risque de définition même d'une rupture de manière abrupte et sans transition possible. Sur la décarbonation, elle joue dans les deux rôles. Vous savez, la guerre d'Ukraine, moi j'ai entendu tout et son contraire sur la décarbonation. Qu'elle pourrait accélérer finalement la décarbonation parce que ça serait une injonction de se défaire du gaz russe, mais d'un autre côté, à chaque fois qu'on fait ça, on a vu comment fonctionnait le marché de l'électricité en Europe, ça implique des explosions du prix de l'électricité qui est absolument intenable politiquement. Et donc, un pas en avant, deux pas en arrière, on fait ce bouclier, bon, qui n'a plus lieu d'être, mais ce bouclier sur les prix, on se rend bien compte de la complexité. Donc cette injonction politique, je mesure finalement la contradiction avec les intérêts du business, mais aujourd'hui, je ne suis pas entièrement sûr que les entreprises y soient complètement fermées parce qu'elles se rendent compte que ça va dicter un certain nombre de réalités demain. Helmut. Oui, merci. Je pense que la question sur le découplage, la question c'est de regarder les fondements du découplage et pas de penser que ça se décrète. Je pense que les facteurs objectifs précèdent les positions des géopolitiques. Et c'est le cas aux États-Unis. En réalité, vous avez absolument raison de traiter de la question des blocs sociaux, économiques,
favorables au découplage. Et ils existent depuis longtemps, encore une fois. Ce n'est pas l'avènement du Covid, ni les gilets jaunes. C'est bien avant que ça s'est structuré. Ceux qui ont parlé de mondialisation heureuse se sont trompés depuis longtemps, on le sait, parce qu'elle n'a jamais été heureuse. Elle a toujours été inégalitaire, et tout le monde le sait. Hein, jamais il y a eu de planétarisation des échanges, ni des investissements directs, ni de la localisation des activités. Ce n'est pas un monde plat à la Thomas Friedman auquel on a assisté, c'est un monde qui a toujours été montagneux et sinueux. Donc, il y a aussi une lecture du passé qui est erronée. Et donc, ensuite, on y appose une lecture du présent qui l'est tout autant. Et je pense que regarder les blocs favorables au découplage protectionniste, c'est tout à fait important. Et quand vous regardez ce qui est bien documenté aujourd'hui, les masses d'argent qui sont mises pour réindustrialiser, alors plus ou moins bien, pour... la subvention est l'arme la plus forte aujourd'hui. L'écart avec en équivalent monétaire des restrictions tarifaires et non tarifaires est absolument considérable. L'essentiel pèse aux États-Unis comme en Europe, mais surtout aux États-Unis, sur le fait de subventionner à mort l'industrie. Et quand on regarde les investissements directs dans les batteries électriques, c'est les États-Unis qui constituent le pôle clé de l'attractivité. Donc il y a tout de même... en fond cette demande de protection des blocs qui ont perdu dans la mondialisation, mais pas seulement dans la mondialisation, mais qui ont surtout perdu dans le changement technologique, qui a été extrêmement biaisé en faveur des plus qualifiés, etc. Et aujourd'hui, ce qui passe, je vous cite à lire ce qui se passe sur l'IA, exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des effets absolument extraordinaire en termes de productivité, en termes d'efficacité, etc., mais très inégalement répartis entre pays et à l'intérieur des pays. Donc il y a un fondement, pour moi, objectif lié au comportement des blocs socio-économiques en faveur d'un certain type de découpage et une adaptation des gouvernements qui gagnent plus ou moins bien, et la causalité est plutôt dans ce sens-là. Merci. On prend volontiers des questions de la salle. Si vous levez les doigts, il y a des micros qui vont arriver. Voilà, ici déjà. Hop. Oui, merci beaucoup. Merci pour ces brillants exposés. J'ai une question sur l'OMC. En écoutant M. Mood, je crois comprendre que la mondialisation, deuxième phase, l'hypermondialisation, a été surtout accélérée par les nouvelles règles de l'OMC depuis 1944. Or, on constaterait aujourd'hui qu'il y a une sorte de politisation du commerce international et qui fait que les fondateurs de l'OMC confondent, mettent à côté, s'assoient sur les règles de l'OMC qui ont été établies il y a des dizaines d'années. Est-ce que l'OMC peut encore jouer un rôle actif et dynamique aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut s'attendre à une mort annoncée de l'OMC ? Qui veut répondre sur le sort de l'OMC ? Ouais. Moi, je veux bien. L'OMC, il faut bien comprendre que c'est. Des fois, on dit c'est une table. C'est-à-dire que c'est juste le réceptacle de ce que les pays membres ont bien voulu y mettre. Donc, effectivement, le leader, l'architecte historique de l'OMC, c'est les États-Unis. Ça a été leur façon d'essayer d'organiser la mondialisation d'après-guerre. C'était une partie intégrante de ce qui était leur grande stratégie, qui était basée sur leur supériorité matérielle et sur la possibilité pour leurs alliés de s'enrichir, dans un cadre qui assurait la stabilité des échanges, leur développement, etc. Et donc, on se met d'accord sur des règles, et puis après, on échange des engagements. Qu'est-ce qui fait que le système marche ? Essentiellement deux choses. Il y avait un leader historique, c'était les États-Unis, qui posait un peu les règles. Et ensuite, il y a ce qui se passe souvent dans des communautés d'États souverains, la pression des pairs. C'est-à-dire que chaque pays, dans son respect des règles, se soumet au regard des autres, et il y a un coût important à dévier de ces règles. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal, sauf pour les plus gros crocodiles du Marigot. Sauf pour les plus grandes puissances. Et donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est pas tellement l'OMC le problème. Le problème, à mon avis, c'est que la capacité à gérer les relations, les conflits interétatiques par des règles trouve sa limite quand il y a un conflit de puissance entre les deux plus grandes puissances au monde. Il faut bien comprendre que l'interdépendance étroite dans un contexte de rivalité
À mon sens, ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un petit peu à la fin de la première mondialisation, mais l'interdépendance était beaucoup moins poussée. Ensuite, la mondialisation d'après-guerre, ce qu'a décrit Moub jusqu'en 90, c'était entre les États-Unis et leurs alliés. Les autres n'étaient pas dedans. Donc c'était complètement maîtrisé politiquement. Deuxième phase, 90-2010, c'était l'hyperpuissance américaine. Tout le monde était finalement soumis, qu'il le veuille ou non, à la puissance américaine. La nouveauté de la puissance actuelle, c'est que c'est plus le cas. Voilà. Et donc, on a une rivalité de puissance entre les États-Unis et la Chine qui est indomptable par des règles. Je crois que c'est ça le problème de fond aujourd'hui. Oui, d'autres. Il y avait une question ici. Il y en avait d'autres ici. Ah oui, derrière, il y en a pas mal aussi. Je vois pas très bien, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Antoine Reverchon. Juste deux incises. La première, je suis très frappée par le fait que vous continuez d'utiliser des terminologies désuètes et contraires à la réalité, c'est-à-dire opposant un bloc occidental dit démocrate à d'autres blocs qui heureusement se constituent, les BRICS notamment, comme autocrates. Et il y a eu quand même deux otages majeurs. Un Français de Alstom, je crois, qui s'est vu imposer une loi américaine et qui a été prise en otage par les États-Unis et enfermée là-bas, et la fille du propriétaire, directeur et fondateur de Huawei au Canada. Voilà. Est-ce que... Oui. Je veux bien répondre. Non, mais je crois que vous avez raison. Donc c'est un peu simpliste d'opposer le camp de l'Ouest démocratique et les autocraties. C'est une rapide présentation, puisque c'est sans doute plus nuancé que ça. Donc je partage votre point. En revanche, si vous voulez, le fait que la Chine soit un capitalisme d'État relativement aux autres capitalismes de marché, c'est peu contestable, parce que l'importance de la Chine, du gouvernement chinois dans le marché, dans les entreprises, à la fois les entreprises d'État ou même les entreprises privées, mais qui détiennent tous un comité de parti qui doit obéir aux injonctions du gouvernement, ça reste quand même une caractéristique de la Chine. Bon, quant à la Russie, aujourd'hui, elle est un peu sortie du commerce international, mais son fonctionnement aussi ne relève pas forcément de l'économie de marché. Donc, c'est peut-être pas des autocraties au sens rapide du terme, vous avez raison, mais ça reste quand même un fonctionnement, une interaction des gouvernements avec les entreprises qui se distinguent. Mais enfin, Chine, c'est plus le parti que l'État, d'ailleurs. Il y avait des questions au fond, je crois. Juste un mot, s'il vous plaît. Oui, mais il y a d'autres questions. Mais oui, je serai très brève et je sors. Moi, je suis très contente que la Chine ne permette pas que les actionnaires prennent en otage les travailleurs, les directeurs, les gens compétents. Bien. Oui. Ok, une question tout au fond, là-bas. Madame, Messieurs, merci beaucoup de vos interventions. Je sais pas. Ah oui. Donc, merci beaucoup de vos interventions. Je voulais vous poser une question qui est assez simple. On a aujourd'hui un ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Cette mention de la souveraineté dans un ministère de l'économie, je voudrais savoir comment vous l'analysez, cette souveraineté économique et industrielle française, notamment en comparant avec d'autres grands partenaires européens ou avec le partenaire américain, et puis éventuellement ce que vous conseillez sur cette thématique-là comme trajectoire pour la France. Merci beaucoup. Qui parmi vous peut répondre à cette question sur le cas français? Pour ne pas être réduit à la simplification, je voudrais dire deux choses. Sur la réindustrialisation, sur l'aspect stratégique, il y a un plan 2030, ça a été décrit. Il me semble que on peut avoir une analyse beaucoup plus critique de l'efficacité du dispositif français ou européen par rapport à celui qui est mis en œuvre aux États-Unis en particulier, et qu'il y a un leurre possible, mais ça, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. En tout cas, je pense que les politiques de relocalisation telles qu'elles sont menées sont des politiques à fond perdu, parce que donner de l'argent aux entreprises pour qu'elles reviennent produire en France
des produits paracétamol, qui est une technologie qui date de plus de 100 ans, ou des choses tout à fait qui ne tiennent pas la route, me semble non seulement inefficace, mais un effet d'aubaine pur. Ce qu'on a regardé quand on a vu les entreprises qui ont relocalisé, elles ont toutes relocalisé pour des motifs objectifs, et seulement 6% d'entre elles ont utilisé les aides de l'État. Donc il y a un côté un peu aide directe aux entreprises qui pose vraiment problème. Il y a un ouvrage qui est sorti récemment, il y a un certain nombre de choses qui montrent la faiblesse de l'efficacité des branches publiques sur la question de la réindustrialisation. En revanche, il y a la question du financement de la recherche, qui reste un vrai problème, on est sous-dimensionné, et il y a la question de savoir, ce qui m'intéresse beaucoup plus en tant que président d'université là, la question de la fuite des cerveaux, français y compris. On a eu 2 prix Nobel de physique. Ils ont français, super, mais ils sont tous à l'étranger depuis très longtemps, et les écarts de salaire, les écarts de rémunération dans les domaines à compétition mondiale, que sont les technologies de l'information, l'IA, l'ensemble des endroits où il y a des tensions et une compétition très forte, bien on est en train de perdre des cerveaux parce que, à force de disperser, de saupoudrer nos aides et de ne pas attaquer le cœur du réacteur, qui est effectivement comment on rémunère nos chercheurs, comment on forme, quelle est la dotation par étudiant, des choses comme ça, on finit par être bon à court terme, mais mauvais à long terme. Voilà, c'est un peu une réponse rapide. Merci. D'autres questions? Oui, bah juste à côté, toujours au fond. Non. Bon. Oui, il y en a une là-bas, et après il y en aura par ici. Je vois pas grand-chose, excusez-moi, avec la lumière. Les questions que vous avez de géopolitique passionnantes que vous avez évoquées ce soir sont pour une bonne partie à l'ordre du jour du Conseil européen de Grenade qui a lieu en ce moment. Est-ce que le découplage qu'il y a entre l'information des populations, des Français sur ces questions-là vous inspire aussi des réflexions? La question, c'était sur la conscience que les Français ont de ces questions, c'est ça? De la manière dont l'Europe traite en ce moment. D'accord. Je suis pas sûr que ça soit journalisé ce soir. Ça inspire qui? Oui. Je suis assez d'accord, et ça me fait penser à ce à quoi j'ai pensé quand Helmut parlait des groupes socio-économiques qui étaient contre la mondialisation et qui avaient quand même un fond structurel pour le découplage. Et c'est vrai que si on considère que c'est l'Union européenne qui est celle qui fait la politique commerciale, la politique industrielle moins, mais la politique commerciale, la politique de concurrence, c'est elle qui gère ces relations géoéconomiques. Il y a un découplage entre effectivement la façon dont raisonne l'Union européenne et ce qui se passe à l'intérieur des États membres, et notamment de ces groupes socio-économiques qui seraient contre la mondialisation. Donc là, il y aurait le découplage, je suis assez d'accord. Alors la question, c'est comment on réconcilie. Alors la manière de réconcilier ça, c'est de ne pas en parler. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, très probablement. Oui, Sébastien. Si je peux demander à Antoine pourquoi on n'en parle pas dans la presse. Si, on en parle. Si je peux ajouter un mot là-dessus, je pense que dans cette politisation au fond des relations économiques, la spécificité de l'Europe, c'est de ne pas être un pays. Et donc, toutes nos décisions politiques, elles font l'objet de négociations. Il faut réunir un consensus, en tout cas, suffisamment de soutien en interne au sein de l'Europe pour prendre des décisions. Et donc, c'est un énorme défi, un immense défi de cohésion politique pour nous, Européens. Et sur beaucoup de ces sujets, on n'a pas la même vision entre pays. Donc, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est évidemment un changement qui, de toute façon, présente beaucoup de risques pour tout le monde. Mais pour l'Europe, en plus, c'est contraire à notre ADN. Hein. Donc, cette réalisation, elle a été faite déjà depuis quelques années, mais elle est difficile à traduire en actes parce que l'Europe, elle fonctionne sur un certain nombre de règles. Il faut des années pour arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on va faire exactement, puis après le mettre en œuvre. Il y a toute une comitologie, il y a tout un ensemble de règles. Voilà. Donc, c'est à la fois la grandeur et les limitations d'un système fondé sur les règles et démocratique, en fait, par rapport, évidemment. C'est sûr que quand Xi Jinping décide, ça tombe et ça peut le lendemain s'appliquer à tout le monde. Plus ou moins. Il y avait une question au milieu, voilà, ici. Oui, en fait, deux questions. Non, une question. Oui, pardon. Oui. C'est au sujet de l'économie décarbonée. En fait, vous avez parlé à juste titre d'innovation, de R&D.
Comment vous voyez les choses autour de cette table ronde? Est-ce que vous êtes plutôt dans une approche, en fait, les dés sont jetés parce que tout dépend du stock de connaissances qu'on a à notre disposition et tout se fera à l'avenir par rapport à ce stock de connaissances? Ou est-ce que vous avez plutôt une approche plutôt type schumpeterienne, où en gros, ceux qui arrivent, ils n'avaient pas de compétences particulières, ils arrivent avec une idée et ils raflent tout sur le marché? Ça, c'était mon premier point, parce que ça va quand même un peu conditionner sur ce qui va se passer dans le futur, et le leadership des uns des autres, et aussi éventuellement la remise en cause des leaderships. Si on a une approche schumpeterienne, rien n'est acquis, tout est remis en place sur le métier tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les ans, quoi. Ça, c'était mon premier point. Et puis le deuxième point, je trouve qu'en vous écoutant, il y a peut-être une confusion entre... on a l'impression que les échanges, c'est un peu différent des investissements directs. Donc, est-ce que vous pourriez nous aider à mieux comprendre les choses, me semble-t-il, en donnant quelle est la part des échanges intra-firmes dans le commerce international, si vous avez une idée? Est-ce que c'est possible de répondre à la deuxième question rapidement, puisque la moitié. C'est plus simple peut-être? C'est suffisamment rapide? Voilà, c'est à la moitié. Voilà, ça c'est rapide. Du coup, première question, effectivement, décarboner, voilà. Je veux bien répondre d'un mot sur la décarbonation. Je prends l'exemple des panneaux solaires. C'est-à-dire que, en fait, ce que montre pourquoi je dis les panneaux solaires, parce que l'investissement massif de la filière de la Chine fait qu'aujourd'hui, elle a quasi monopolisé la filière. Et en fait, effectivement, on voudrait se dire, en fait, il suffit de copier, il suffit de prendre leur technologie et de les appliquer. Et ce qu'on constate, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de knowledge process, on dirait, de nos connaissances fines de la façon de produire efficacement. Et ça, c'est pas facile à copier quand on n'a pas de pratique. Donc, il y a une accumulation de learning by doing, de connaissances, mais elle est appropriée par ceux qui le font. Et donc, il y a un risque aujourd'hui, je crois, à laisser une trop grande partie de ces technologies être produites en Chine, parce qu'on n'arrivera pas facilement à se les réapproprier, je pense. Voilà, je suis caricatural, mais ma réponse rapide serait celle-là. Moi, je peux ajouter juste une chose, c'est que je pense que justement, si on revient à la géopolitique, au fait qu'on entrave l'accès à des ressources... Ça devrait avoir un effet de destruction créatrice, puisque justement, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de contourner. L'idée, c'est que si on n'a plus accès à cette technologie ou qu'on n'a plus accès aux matériaux qui sont associés à une technologie, il va falloir en trouver d'autres. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les stratégies d'entrave qui apparaissent partout, pas seulement aux États-Unis, en Chine, à terme, devrait créer plus de processus d'innovation associés à la décarbonation, à mon avis. En théorie. Sur le commerce, effectivement, le commerce intra-firme, c'est la moitié du commerce mondial, donc c'est bien documenté. Claude, tu connais bien. Je ne sais pas pourquoi tu as posé la question, c'est juste pour te faire confirmer un chiffre que tu connais. Bon. Voilà, c'est ça. Mais tu as raison. Et je l'ai dit, il n'y a pas de différence entre... Il y a un arbitrage que font les firmes entre investir à l'étranger pour se rapprocher des marchés ou commercer. Et en l'occurrence, quand les coûts de transaction en commerce deviennent prohibitifs, comme c'est le cas aujourd'hui dans certains domaines, on se rapproche des marchés. C'est pour ça que l'IDE, l'investissement direct à l'étranger, est une solution, parfois, pas toujours, mais est une solution. Le commerce de biens intermédiaires est lié au ce qu'on appelle commerce vertical. Le fait d'envoyer des produits pour être assemblés et réimportés, c'est celui-là qui est le plus affecté par les coûts de transaction, les conflits géopolitiques, les problèmes de se fournir, d'où des stratégies de multi-shoring plutôt que de near-shoring ou bon, en tout cas les deux à la fois. Sur la décarbonation, il y a quand même des effets d'interdépendance au système qui peut-être nous éloignent un peu d'une approche purement schumpeterienne. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais des effets d'interdépendance très forts sur le plan des dépendances du passé, le nucléaire en France, et puis les questions sociales aussi. Donc si on parle de planification parfois, ça n'est peut-être pas complètement anodin. D'autres questions Bonsoir. Pardon, je ne vois pas d'ici. Ah, pardon. Merci beaucoup pour ces échanges et ces exposés excellents. Et
ces réflexions extrêmement stimulantes. J'aimerais revenir sur le thème de la décarbonation et sur un acteur que vous avez mentionné à multiples reprises, c'est-à-dire la Chine, en tant que game changer. Madame Guillot a soulevé le fait qu'on avait dépassé un petit peu l'étape d'attendre qu'il y ait un changement de pratique. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors d'une certaine manière, sachant que effectivement avec au temps de l'IA, il y a énormément d'étudiants chinois qui vont se former aussi aux États-Unis. Sur quel levier en fait on peut jouer? Si j'ai bien compris, je crois que la Chine a ouvert un nombre de centrales à charbon inégalé en 2022. Donc je ne suis pas très sûr que ce soit eux qui vont mener qui sont les game changers sur le climat. Mais bon, enfin, je laisse répondre ceux qui savent. Je trouve que la remarque est bonne, c'est-à-dire c'est le paradoxe. À la fois, ils sont le niveau de la Chine est à plus de 30% dans les émissions de CO2 mondiales. C'est absolument gigantesque. Comme tu le dis, Antoine, et en plus, ils ont relancé leur production charbonnière, ce qui est assez effrayant. Mais ça ne les empêche pas, dans le même temps, d'être des champions de la production et de l'installation de technologies renouvelables. C'est-à-dire que leurs besoins énergétiques augmentent à une telle vitesse qu'ils font les deux à la fois. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui la politique prend le dessus et au fond c'est quand même très compréhensible et on ne va pas accepter de se mettre dans une dépendance vis-à-vis de la Chine pour les énergies renouvelables comme on l'a fait grossièrement et de façon erronée vis-à-vis de la Russie notamment sur le gaz. Donc c'est ça au fond je pense qui va être dominant dans la façon dont le jeu va être structuré dans les années à venir. D'où les enquêtes anti-subvention sur les véhicules électriques, peut-être demain sur les éoliennes. Voilà, la motivation, elle est politique. Mais là encore, on bute sur l'hétérogénéité en Europe. C'est-à-dire que beaucoup de pays d'Europe du Nord hurlent quand ils voient ce genre d'enquête être enclenchée. D'une part, et d'autre part, on a parlé des otages, entre guillemets, de la Chine. Pour beaucoup d'entreprises, il y a des enjeux énormes, et donc elles ont extrêmement peur, en fait, quand on peur des représailles de l'État chinois. Bien, je crois qu'on a atteint l'heure, et que comme on est très très pointilleux sur l'horaire, voilà. Merci à tous.